Ghana, les obsèques de l'ancien président Jerry Rawlings ont démarré. Les hommages nationaux s'étendent sur 4 jours avant son inhumation le 27 janvier. Plusieurs soldats maliens ont trouvé la mort ce week-end dans le centre du pays, à l'origine des attaques de groupes djihadistes contre des positions de l'armée malienne. La police et les populations tunisiennes sont toujours à couteau tiré. Plusieurs manifestants ont pris d'assaut les rues pour différentes revendications. La police ne s'est pas fait prier. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue au Bénin. La deuxième session ordinaire de l'année pastorale 2020-2021 de la CEB, entendez, conférence épiscopale du Bénin, a accouché d'une série de recommandations à plusieurs niveaux. Au plan socio-politique, par exemple, les évêques appellent à la poursuite d'un dialogue franc pour une présidentielle apaisée. Plus de précisions à travers cet élément que je vous invite à suivre. Sur le plan socio-politique, les évêques du Bénin suivent avec intérêt les débats actuels sur l'organisation et le déroulement de l'élection présidentielle d'avril 2021 et notent avec appréhension les divergences croissantes entre les acteurs politiques sur la liste électorale, le calendrier électoral, le parrainage des candidats par des élus, etc. Tout comme à la veille des élections législatives d'avril 2019 et à sa dernière session ordinaire plénière d'octobre 2020 à Natitengu, la conférence épiscopale du Bénin recommande vivement que tous les partis politiques et les institutions impliquées dans l'organisation du scrutin dialoguent franchement en vue d'une élection présidentielle pacifique et réellement inclusive, démocratique et transparente. Il y va de l'image de notre pays sur l'échiquier international et surtout de la préservation de la paix sociale sans laquelle les efforts de développement entamés seraient compromis. Au Congo, le président Denis Sassou Nguesso, 77 ans, qui cumule 36 années à la tête du pays, a annoncé samedi sa candidature, qui sera donc candidat à sa propre succession lors de la présidentielle du 21 mars prochain. Des précisions à travers ce reportage. Plusieurs fois sollicité pour être candidat à sa propre succession pour le compte de la présidentielle programmée pour le 21 mars prochain, le chef d'État congolais, Denis Sassou Nguesso, a fini par dire le oui qui faisait languir ses partisans et sympathisants. Nous nous portons candidats à l'élection présidentielle du 21 mars. Merci de nous avoir donné l'occasion de nous prononcer définitivement sur le sujet, a-t-il déclaré devant une foule venue assister au lancement des travaux d'une route devant relier à terme le Congo et le Gabon. Ensemble, nous y participerons dans la paix pour poursuivre la marche vers le développement, a poursuivi le dirigeant congolais qui a promis que le scrutin se déroulera dans la transparence. Avant cette annonce officielle, Denis Sassou Nguesso avait été investi candidat à la présidentielle en décembre dernier par sa formation politique, le Parti congolais du travail, PCT, et 16 autres formations alliées de la majorité. Avec son approbation à remplir, des jeunes ex-combattants du Niari ayant tourné le dos à la violence et regroupés au sein d'une association dénommée Dynamique pour la paix lui ont remis symboliquement une enveloppe de 5 millions de francs CFA en guise de contribution pour sa caution à la candidature. Une caution fixée à 25 millions de francs CFA. Avec ces 5 millions d'habitants dépendants du pétrole, asphyxiés depuis 2014 par une crise économique qui l'a contraint à négocier une aide du FMI, le Fonds monétaire international, le Congo fut, entre 1979 et 1992, présidé par Denis Sassou Nguesso qui reprit les commandes en 1997 et ce, jusqu'à ce jour. Le scrutin du 21 mars pourrait bien être la continuité de sa gouvernance.
Après un nouveau round de pourparlers au Maroc, des représentants parlementaires des deux camps rivaux en Libye ont annoncé samedi l'ouverture du 26 janvier au 2 février 2021 du processus de candidature aux 7 postes dits de souveraineté du pays. Le reportage pour plus de précision. Le but du processus actuellement en cours est de pouvoir désigner dans les plus brefs délais les titulaires des postes dits stratégiques, en tout 7, afin que le gouvernement exécutif, qui doit être élu la semaine prochaine à Genève, puisse collaborer aisément avec les nouveaux dirigeants, selon une déclaration conjointe des deux parties. Ces postes concernent les hautes instances du pays, gouverneur de la Banque centrale, procureur général, président de l'autorité de contrôle administratif, de l'instance nationale de lutte contre la corruption, de la haute commission électorale libyenne et de la Cour suprême. Réunis vendredi et samedi à Bouznika, dans la foulée de plusieurs rencontres organisées depuis septembre au Maroc, les participants au dialogue politique interlibyen ont décidé de former des groupes de travail réduits pour préparer le processus de candidature à ces postes clés qui ont longtemps divisé les deux pouvoirs rivaux. Une fois le processus finalisé, les candidatures seront présentées à des représentants du Parlement basés dans l'Est et du gouvernement d'union nationale, le GNA, basé à Tripoli. Le dialogue politique ainsi organisé au Maroc est destiné à contribuer qualitativement au processus de règlement du conflit en Libye, pays plongé dans le chaos depuis la chute en 2011 du régime de Mohamed Kadhafi. Deux autorités s'y disputent le pouvoir sur fond d'implications étrangères. Le gouvernement d'union nationale, le GNA, à Tripoli, reconnu par l'ONU, et un pouvoir incarné par Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est. Au moins 3 soldats maliens ont trouvé la mort ce week-end dans le centre du pays. À l'origine des attaques de groupes djihadistes contre 2 positions de l'armée, on compte aussi des morts dans le rang des assaillants. 2 attaques terroristes simultanées dans la nuit de samedi à dimanche contre le camp militaire de l'armée malienne à Boulkessi et contre une position de l'armée malienne à Mondoro ont causé la mort d'au moins 3 militaires, a déclaré à l'agence France-Presse une source militaire malienne. 5 djihadistes ont été également tués selon la même source. Il y a eu 2 attaques contre Mondoro et Boulkessi. Le bilan est encore provisoire. Au moins 3 militaires tués et 5 terroristes tués, a confirmé à l'AFP une autre source de sécurité. Il y a aussi au moins 7 militaires maliens blessés. Des djihadistes ont été blessés et ont abandonné plus de 25 motos dans leur fuite, a ajouté cette source. Les assauts ont commencé vers 3 heures, heure locale et GMT, alors que tout le monde était couché, a indiqué à l'AFP un élu de Mondoro, estimant à 1 heure la durée des combats. Un hélicoptère a évacué plusieurs blessés militaires à Sévaré, près de la capitale régionale Mopti, où l'armée dispose d'un important camp, a dit à l'AFP une source médicale. Les camps de Boulkessi et Mondoro, situés à proximité de la frontière avec le Burkina Faso, ont déjà été attaqués par le passé. En septembre 2019, ils avaient été la cible d'une des attaques les plus meurtrières qu'a connu le Mali depuis le début de la crise en 2012. Une 50aine de soldats avaient été tués dans une double attaque revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, principale alliance djihadiste du Sahel, affiliée à Al-Qaïda. Jeudi, 3 autres soldats maliens ont été tués par un engin explosif improvisé dans le secteur de Mondoro. Au Ghana, les obsèques de l'ancien président Jerry Rawlings ont démarré. Les hommages nationaux s'étendent sur 4 jours avant son inhumation prévue le 27 janvier prochain. Jerry Rawlings a marqué l'histoire de son pays pendant qu'il était chef de l'État. Reportage. D'abord prévu le 23 décembre, les obsèques ont été annulées au dernier moment puis repoussées de plus d'1 mois après des batailles entre sa famille, les chefs traditionnels et des responsables politiques. Parvenu au pouvoir en 1981 après 2 coups d'État successifs, Jerry Rawlings s'y est maintenu pendant 19 ans, dont 11 ans de dictature militaire et 2 mandats présidentiels. Il reste aujourd'hui une figure tutélaire dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, mais aussi un symbole du panafricanisme sur le continent. À quelques jours de la cérémonie funéraire qui se tiendra à Place de l'Indépendance, symbole de la victoire sur l'Angleterre coloniale, le site et l'avenue adjacente grouillaient déjà de militaires. L'organisation des funérailles est en effet devenue un trophée politique très convoité, d'autant plus que Jerry Rawlings est mort en pleine campagne présidentielle
à quelques semaines à peine du scrutin. Son statut lui donne le droit des funérailles nationales, mais le Congrès démocratique national, l'UNDC, son parti, actuellement dans l'opposition, réclamait être associé à leur organisation. Un cadre du parti a même menacé d'aller déterrer son cadavre pour le parti qu'il a fondé puisse l'inhumer une nouvelle fois. Pourtant, dès 2009, la rupture était bel et bien consommée entre Jerry Rawlings et le NDC. Il avait même aidé Nana Akufo-Addo, l'actuel président, à remporter sa première élection en 2016 face à John Mahama, le candidat du NDC. La police et les populations tunisiennes sont toujours à couteau tiré. Plusieurs manifestants ont pris d'assaut en effet les rues pour différentes revendications. La police ne s'était pas fait prier. Des centaines de personnes ont été arrêtées dans la foulée. Des centaines de Tunisiens ont manifesté ce week-end à Tunis et dans d'autres villes du pays pour protester contre la répression policière et pour réclamer une meilleure politique sociale après plusieurs nuits de troubles marqués par des violences et des centaines d'arrestations. Parce qu'il y a 10 ans, il y a eu le plus grand vol de la révolution des Tunisiens et de leurs revendications commis par les islamistes. Où va ce pays? Qu'ils partent tous et qu'ils nous laissent tranquilles. Nous occuperons les rues, soit nous, soit eux. Nous voulons bâtir une nouvelle conscience, pas celle qu'ils financent, eux, à travers les chaînes de télévision. Nous ne permettons plus cela. C'est fini. Il y en a marre. On n'en peut plus. Basta. Ces manifestations interviennent alors que la pandémie de coronavirus a fait basculer de nombreuses familles dans la pauvreté et qu'elle menace le système hospitalier avec notamment plus de 400 malades en réanimation. La Tunisie avait recensé jeudi soir plus de 6 000 décès avec un record quotidien ce jour-là de 103 décès et 193 273 cas de contamination. Le couvre-feu entre 20h et 5h et l'interdiction de fêtes et de rassemblements qui sont en vigueur depuis octobre ont été prolongés samedi jusqu'au 14 février. Cela n'a pas empêché une centaine de personnes de défiler à Gafsa samedi, comme à Sfax la veille, pour réclamer la libération de jeunes arrêtés lors de heurts entre protestataires et policiers cette semaine. Au cours de heurts entre protestataires jetant des pierres et la police répliquant avec des gaz lacrymogènes, plus de 700 personnes selon la police, au moins un millier selon des ONG, ont été arrêtées en 4 soirées. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne semaine en compagnie des programmes de l'OSICA. Très bientôt.